Ok, donc aujourd'hui, on va parler des Web Components. Est-ce que vous connaissez les Web Components? Un petit peu? Bon, ça va. Ok. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sarah, je suis développeuse front-end chez Dassault Systèmes et je suis aussi une des leaders de Duchesse France, donc c'est une association. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur nos actions, il y a un boss ce soir, donc n'hésitez pas à venir. Alors, donc comme vous pouvez le constater, j'ai laissé le titre en anglais pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas trouvé vraiment une traduction en français, enfin une traduction satisfaisante finalement. Et aussi parce que à l'annonce des Web Components qui a été faite il y a à peu près 7-8 ans, il a fait un énorme buzz. Et on a vu en fait, enfin l'annonce a été faite comme si c'était finalement l'annonce de la solution miracle à tous les problèmes du front-end. Donc on va voir ensemble si c'est vrai ou pas. Alors finalement, quand on pense composants, on pense forcément à une architecture modulaire qui est finalement assez logique et assez intuitive finalement, ne serait-ce que pour une éventuelle réutilisation des composants et aussi pour un petit peu minimiser notre temps de dev. Donc c'est une architecture qui a été adoptée par pas mal de frameworks et librairies. Donc par exemple, Angular, Ember, Polymer, qui est une librairie. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit quand même, on peut constater qu'il y a une différence entre toutes les API qu'ils offrent. Mais bon, ils offrent différentes API, certes, mais par contre, ils font tous la même chose. Donc ils créent des composants. Donc moi, j'ai rien contre ces composants-là. C'est très bien, mais par contre, je suis obligée à chaque fois de comprendre, d'ajouter du code spécifique, de comprendre des nouveaux concepts et surtout de peut-être comprendre aussi et apprendre des nouveaux langages comme par exemple TypeScript pour Angular. Alors que moi, ce que je veux, c'est juste créer un simple composant avec du Vanilla.js d'une manière très simple et surtout, j'ai besoin d'une solution qui est pérenne, qui par exemple, qui va se baser sur des standards du web. Donc, je suis assez certaine quand même qu'ils ne vont pas être obsolètes assez rapidement. Et finalement, les Web Components, ils répondent à cette problématique-là. Ils me donnent la solution finalement que je souhaite, même si ce n'est pas encore supporté par tous les navigateurs. Mais heureusement, l'équipe Polymère donc de Google qui a fait des polyfills, un ensemble de polyfills. Il y en a un par exemple qui s'appelle webcomponents.js. Et comme ça, je peux faire mon composant, il va marcher sur tous les navigateurs. Donc ici, un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les Web Components. Donc l'idée ici, derrière les Web Components, c'est d'enrichir l'HTML avec des nouvelles balises qui sont personnalisables, programmables et surtout réutilisables, en se basant sur des technologies standardisées, donc comme la balise template, le shadow DOM, custom elements et HTML imports. Donc voyons voir tout ça. Donc, quand vous allez créer votre composant, donc bien sûr, vous allez commencer par définir son arborescence. Donc, une manière de faire, c'est par exemple utiliser la balise template. Donc, il va contenir toute l'arborescence de notre composant. Donc, la particularité de cette balise, c'est que cette arborescence, elle va être inerte au moment du parsing de la page. Et il ne va être activé qu'au moment où on va l'attacher à un élément du DOM. Donc, par exemple, ici, l'image, on ne va pas aller la récupérer s'il n'est pas attaché à un vrai élément. Donc pour faire ça, donc par exemple, on a ces 4 lignes de code qui sont assez simples finalement. On va aller récupérer le template, on va faire un clone du node. Il ne faut pas oublier le true ici parce que si on veut faire une copie de toute l'arborescence, et après finalement prendre ça et juste l'ajouter à un autre host. Donc finalement, la balise template, la balise tag, elle est assez simple à utiliser, l'aspect aussi il est assez facile à lire, mais par contre je ne trouve pas que c'est quelque chose de révolutionnaire finalement. Surtout qu'il n'y a pas de data binding et maintenant tous les développeurs front-end sont fans de ça, donc moi je trouve ça un petit peu décevant finalement. Mais on ne perd pas espoir quand même, restons optimistes. Il y a quand même des travaux qui ont été entamés et donc il y a toujours des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées. Donc on verra ça dans le futur.
Donc là maintenant on a vu comment créer cette arborescence-là, mais comment garantir un cloisonnement du DOM et surtout isoler le CSS. Donc comme on le sait, des fois dans une application qui est assez large, donc on va par exemple faire des conventions de nommage pour justement éviter ces impacts de CSS. Le Shadow DOM, donc ce standard finalement vient à la rescousse, puisqu'il va nous aider à encapsuler cette structure de DOM. Comme ça, le DOM il est isolé, le CSS également, et il n'y aura pas d'impact du reste de l'appli et vice-versa. Donc, le Shadow DOM, finalement, comme on l'a dit avant, il n'est pas supporté par tous les navigateurs. Donc, il y a des polyfills pour ça. Mais par contre, la communauté des développeurs front-end, ils ont constaté quand même des comportements différents quand on utilise des polyfills. Finalement, ce qui est assez logique, puisqu'on va écrire un polyfill en JavaScript pour pallier à des comportements en CSS. Et des fois, ce n'est pas vraiment optimal. Mais ce qui est bien avec ce standard, c'est qu'il est facile quand même à utiliser. Donc ici, pour ajouter cette structure, par exemple dans notre cas, la template dans cet endroit secret, on n'a qu'à utiliser la fonction attach_shadow. Et comme ça, on va créer cet endroit secret finalement, où on va ajouter notre arborescence. Et finalement, dans l'autre cas, si on ne veut pas, on n'a qu'à ajouter la même arborescence, mais directement dans notre nœud. D'un autre côté CSS, donc ce standard il a introduit aussi un nouveau sélecteur qui s'appelle 2.host. Donc il va permettre justement d'aller directement récupérer l'arborescence. Et si on ne veut pas l'utiliser, on n'a qu'à utiliser le sélecteur directement du composant. Donc ce qui me fait penser à dire, c'est que si on veut éviter ces comportements différents dans les autres navigateurs, on va utiliser le polyfill. On n'a qu'à ajouter un shadow flag par exemple. Donc un feature detect où on va par exemple regarder juste si Shadow DOM il est supporté par les navigateurs. Si c'est le cas, on va créer le shadow route. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser juste notre composant. Côté CSS, juste le fait d'ajouter une virgule, ça va du coup faire les deux cas, ça va marcher dans les deux cas. Donc là maintenant on a vu comment créer l'arborescence et comment cloisonner notre DOM et CSS. Mais par contre ici, donc, du coup, le standard le plus intéressant à mon sens, puisque c'est le custom element qui va nous permettre de créer les balises avec des noms personnalisés. Donc ici, par exemple, je vais créer une balise qui s'appelle custom button. Donc ici, rien de plus simple. On a l'API qui s'appelle custom elements avec la fonction define. On lui donne le nom de la balise et puis la classe ES6. Donc ici, une classe qui hérite de HTML elements. Donc ici, j'avais dit que je voulais créer un bouton, mais si je le fais de cette manière-là, le custom button ici, il va agir juste comme une simple div. Alors que moi, je veux un vrai bouton. Donc dans ce cas-là, dans la classe, il faut faire un extend de HTML button elements. Comme ça, je vais hériter des propriétés d'un vrai bouton. Donc ici, on remarque quand même que dans le define, il y a un troisième argument qui est ajouté, donc le extend button. Donc là, il faut vraiment préciser ça pour des raisons... pour le fait, par exemple, il y a certains éléments qui héritent de la même interface. Donc pour faire la différence entre les deux, il faut le préciser. Et après, même pour l'appel de la balise, finalement, on n'utilise pas le nom directement, mais on est obligé d'ajouter un attribut qui s'appelle is, où on va ajouter le nom du bouton. Et comme ça, finalement, je vais avoir un vrai bouton. Ici, je reviens vite fait sur la classe, juste pour voir comment il fonctionne. Donc cette classe, elle va contenir un constructeur. Il faut absolument appeler, par exemple, la fonction super pour justement faire en sorte qu'on va hériter de toutes les propriétés de la classe qu'on hérite. Et on voit qu'on a des callbacks. Donc ces callbacks sont appelés aux moments intéressants du cycle de vie du composant, comme par exemple au moment où il est connecté, déconnecté, et aussi quand un attribut, par exemple, change de valeur. Donc maintenant, on a créé notre composant qui est personnalisé et puis programmable, et on veut le réutiliser. Donc là, on utilise HTML import pour ça. Donc HTML import, il va nous permettre d'inclure un fichier HTML dans un autre. Et on peut bien imaginer que dans ce fichier HTML, il va contenir l'arborescence, donc la structure de notre composant, son CSS, donc sa feuille de style, et puis sa logique dans un fichier JavaScript.
Donc pour utiliser après ce composant-là, par exemple dans notre index.html, pareil, il y a quand même quelques lignes de JavaScript ici, mais qui sont assez simples quand même à comprendre. On va juste récupérer l'arborescence du link et puis faire un clone et attacher à notre host. Alors, il y a un gros souci quand même avec l'HTML import. C'est que déjà ici, on voit quand même que Safari et Firefox, ils ont mis le développement en hold. Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout convaincus par ce standard. Ils ne veulent pas l'implémenter pour l'instant parce que quand même, il y a beaucoup de soucis de performance. Et aussi parce qu'on a un éventuel consensus sur un autre moyen de faire ces imports-là, c'est le ES module. Donc ES module, c'est quoi? ES module, il a introduit deux mots-clés dans le JavaScript. Donc le premier, export, donc il va nous permettre d'ajouter un tag à une fonctionnalité qu'on va ensuite importer via le tag import. Donc ça, moi je trouve ça bien, mais par contre, bon, c'est sur le JavaScript, donc on perd cette capacité d'inclure un fichier HTML dans un autre. Donc on pourra pas le faire. Donc en attendant d'autres solutions. Donc là maintenant on a vu comment créer des balises personnalisables. Donc maintenant on peut arriver par exemple à une page de ce type-là. Comme elle est assez simple à lire finalement, puisqu'on a des éléments personnalisables, on peut comprendre chaque élément il fait quoi. Mais ça me fait penser quand même que ces composants-là, il faut les faire communiquer entre eux. Donc comment je peux faire ça? Aussi d'une manière très simple, et vous avez déjà l'habitude de la faire, donc avec la fonction dispatch event, où là j'ai créé un new custom event avec le nom que je souhaite. Donc par exemple ici le custom input qui va faire le dispatch de cet événement-là. Et puis un autre événement, donc dans mon cas ici le progress bar, qui a ajouté un add event listener. Donc il va écouter l'événement et il va faire après ce qu'il veut avec. Finalement, cette manière-là de communiquer avec des événements, c'est à mon sens la bonne manière de faire. Parce que si on souhaite avoir une architecture modulaire, mais qui est aussi à couplage faible, il faut plutôt privilégier les événements. Puisque en cas d'erreur, par exemple, si un composant tombe en panne, le reste de l'appli il va rester quand même fonctionnel. Donc l'utilisateur il va quand même pouvoir utiliser le reste de l'appli, même si un composant ne marche pas. Donc finalement, pour finir, je dirais que la balise template, donc l'utiliser, pourquoi pas, mais bon, pour les éléments qui sont assez simples quand même, donc n'hésitez pas à utiliser les moyens templating comme handlebar ou HTML, ou moustache par exemple, pour les composants un peu plus compliqués. Après, pour HTML import, surtout ne pas l'utiliser parce que de toute façon, il a le futur d'une dépréciation complète. Il faut plutôt privilégier OS module pour ça, même si ce n'est pas vraiment la solution souhaitée. Après, pour le Shadow DOM, plutôt l'utiliser que s'il est supporté nativement par le navigateur, pour un petit peu éviter tous les comportements différents qu'on peut avoir d'un navigateur à un autre. Après, Custom Element, franchement, il ne faut pas du tout se priver de ce moyen d'avoir ces balises personnalisées. Donc, même si ce n'est pas encore supporté par tous les navigateurs, mais les polyfills marchent super bien. Donc merci, c'était tout pour moi. Merci.